Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Fauvel, un chercheur passionné pour entamer un voyage au cœur des psychédéliques. Ensemble, nous allons découvrir leurs bienfaits thérapeutiques, tant pour le traitement des maladies mentales que pour l'accompagnement en fin de vie. Si tu es curieux de savoir comment les psychédéliques pourraient un jour t'aider à soigner ta dépression ou tes addictions, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre le fonctionnement de ces substances, depuis quand sont-elles utilisées et dans quel but, quels sont leurs bénéfices thérapeutiques, dans quelles conditions devrais-tu prendre des psychédéliques, pourquoi ont-ils été interdits, comment réagir en cas de bad trip, qu'est-ce que les psychédéliques révèlent sur la nature de la conscience, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras une compréhension complète du fonctionnement et des bénéfices thérapeutiques des psychédéliques. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Merci encore pour ta curiosité et sans plus attendre, voici Baptiste Fauvel. Bonjour Baptiste Fauvel, Bonjour Carotin, merci d'avoir accepté de venir faire cet épisode de podcast. avec plaisir. Pour commencer, je vous propose de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, sur quoi est-ce que vous travaillez. Très bien, donc je suis Baptiste Fauvel, je suis maître de conférence en psychologie à l'université de Paris-Cité. J'enseigne au service de neuropsychologie et je fais de la recherche pour le laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition qui est dirigé par Pascal Piolino, un laboratoire qui s'intéresse entre autres à la conscience de soi. Elle étudie ça, en utilisant notamment la réalité virtuelle et des techniques de neuroimagerie. Et dans ce cadre, je m'intéresse, aux substances psychédéliques, les effets qu'ils peuvent avoir sur l'état psychologique, des personnes une fois qu'ils les ont consommées, et également les biais cognitifs, ce genre de choses. Et on travaille aussi peut-être à mettre en place un essai clinique pour tester l'efficacité de la psilocybine, dans le trouble de l'usage de l'alcool. Je fais ça en partenariat avec le laboratoire Psychomad à Paul Brousse, qui est dirigé par le professeur Amin Benyamina. Et justement, est-ce que la France est en retard? Parce que j'ai vu que beaucoup de pays commençaient déjà les essais cliniques, voire certains étaient peut-être déjà en phase terminale de validation du traitement. Donc, est-ce que la France a du retard là-dessus? Et si oui, qu'est-ce qui bloque au niveau politique, au niveau législation pour commencer ces recherches? Objectivement, la France me semble pas en avance, hein, c'est exact. Il y a quand même des essais cliniques qui ont débuté, notamment à Nîmes avec Amandine Lukiens, je crois. Je ne sais pas où ils en sont, mais je crois qu'ils ont bien avancé, et d'autres équipes qui ont obtenu les financements, peut-être les autorisations et qui devraient débuter, prochainement. Pourquoi nous ne sommes pas en avance en France? C'est une question qu'on m'a déjà posée et j'avoue que j'ai pas vraiment la réponse, j'y ai réfléchi. À mon avis, c'est multifactoriel. Bon, je sais que la France a une législation assez sévère, hein, sur les drogues en général, donc ça ne doit pas aider. Après, je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet-là. Ok. Bon, je vous propose de plonger directement dedans. Qu'est-ce qu'un psychédélique? Quels sont les effets classiques? Et quelle est la différence avec les autres drogues? Puisque le terme drogue est quand même assez large, on comprend des choses qui offrent des expériences totalement différentes. Et alors, qu'est-ce qu'un psychédélique? Souvent, on parle de psychédéliques classiques et dans cette catégorie, on regroupe toutes les substances qui sont des agonistes au récepteur 5-HT2A, donc un récepteur sérotoninergique. Donc, c'est-à-dire que c'est des molécules qui, sont psychotropes, hein, qui peuvent traverser, la barrière hémato-encéphalique, donc rentrer dans le cerveau et ensuite elles vont aller se fixer en récepteurs postsynaptiques, donc sur ces fameux récepteurs sérotoninergiques, pour mimer, l'effet de la sérotonine qui est un neurotransmetteur qui est naturellement produit, dans le cerveau. Et en se fixant sur, ces récepteurs sérotoninergiques, elles vont provoquer tout un tas d'effets, psychologiques qui vont durer entre 4 et 12 heures selon la substance et aussi le mode d'administration, hein, ça peut être beaucoup plus court. Après les effets, sont assez difficiles à décrire, je pense, parce qu'on dit souvent que ce sont des effets qui sont très variables d'un individu à l'autre, mais aussi chez un même individu qui va faire plusieurs expériences psychédéliques. Parce que comme pour les autres substances, mais peut-être encore plus, les facteurs extra-pharmacologiques, jouent un rôle essentiel. Notamment, on parle souvent du set and setting.
Donc le 7, c'est l'état d'esprit de la personne au moment où il consomme le psychédélique. Alors état d'esprit, c'est très large. Ça peut être, comment il se sent à ce moment-là, mais aussi quelle représentation il a de la substance, quelles expériences de vie il a fait la semaine précédente, par exemple. Tout ça va venir influencer, le voyage, si vous voulez. Ensuite, c'est vrai, on parle parfois j'entends des chercheurs parler de psychédéliques non classiques. Ils incluent la kétamine et la MDMA, qui ont quand même une action pharmacologique et des effets subjectifs un petit peu différents, hein. Bon, pour revenir sur les effets des psychédéliques, souvent, on lit dans les articles, ils altèrent, la conscience de soi, la perception et les émotions. Voilà, après, il y a d'autres auteurs qui parlent d'amplificateurs non sélectifs, c'est-à-dire qu'ils vont exacerber, ils vont amplifier les phénomènes psychologiques. Un peu comme si toutes les perceptions étaient branchées et mis à 11 en termes de puissance, quoi. On pourrait dire ça, on pourrait dire ça, effectivement. Oui, alors donc il y a les visuels, hein, qui peuvent apparaître, mais pas chez tout le monde. Les yeux ouverts, les yeux fermés. Les émotions qui vont être exacerbées, ça peut être autant positif que négatif et la conscience de soi effectivement qui va être modifiée à plusieurs niveaux, hein, La conscience de soi, il y a plusieurs consciences de soi si vous voulez, mais l'individu peut avoir ce sentiment de fusion avec son environnement, hein. Le Cette impression d'être séparé de l'environnement peut diminuer. On parle aussi, beaucoup alors certains parlent d'un état de conscience augmenté, mais ça se discute, mais effectivement, les usagers, les patients, parfois rapportent que leur répertoire de pensées et d'émotions était augmenté. Donc ils avaient l'impression de vivre, des émotions plus intenses ou plus subtiles ou différentes en tout cas et de prendre des perspectives différentes sur, leurs problématiques, d'autres manières d'envisager les choses. Également, certaines personnes rapportent, des modifications, en tout cas des questionnements sur des questions métaphysiques comme la nature de la réalité. Et ces changements durent uniquement le temps du voyage? C'est-à-dire qu'ils prennent la substance pendant les 6 8 heures, ils vont avoir toutes ces expériences et après ils en ressortent et du coup, il va forcément leur rester qu'un souvenir, voire je suis même pas sûr. Est-ce qu'on se souvient de l'expérience? Ou est-ce qu'on a juste des petits moments brefs comme ça? Alors, en général, les personnes s'en souviennent. Je me souviens d'un papier de Rick Doblin qui a refait passer des questionnaires, pour essayer d'évaluer les expériences psychédéliques de personnes qui en avaient pris, lors d'une expérience, l'expérience du Vendredi saint. Il leur a refait passer les mêmes questionnaires, je crois 20 ans après ou des années après et les scores n'avaient pas changé donc je ne sais pas si c'est une indication pour dire que, on garde un souvenir authentique de l'expérience, mais oui, les gens en tout cas sont capables de raconter, les phénomènes qu'ils ont expérimentés pendant leur session psychédélique. Après, vous savez les souvenirs, c'est constructif, il y a une reconstruction du souvenir tout le temps, hein. Même les souvenirs, qu'on vit dans un état de conscience normal, hein, ils vont être remodelés de manière à être cohérents avec, notre représentation de nous-mêmes, notre représentation du monde. Donc voilà, un souvenir n'est jamais une copie exacte de l'épisode qui a été vécu. Surtout que je peux imaginer qu'avec une expérience qui est difficilement descriptible avec le langage, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment les mots pour expliquer ce qui se passe, est-ce que justement quand la personne revient dessus, se rappelle, mais qu'on lui demande de mettre des mots dessus, est-ce que justement ça va venir réduire l'intensité du voyage et peut-être du coup enlever certains bénéfices? Est-ce que du coup parler de ce qui s'est passé réduit l'impact de ce qui s'est passé? Je ne pense pas, au contraire. Alors, dans une psychothérapie assistée par psychédélique, ceux que j'en connais, en tout cas certains font ça, juste après, le voyage. En général, on évite de verbaliser. On évite de verbaliser. On peut proposer un support artistique. La personne peut dessiner, ça peut être un mandala ou ça peut être une feuille blanche, hein. Je sais que certaines personnes aiment les mandalas, d'autres préfèrent les feuilles toutes blanches. Mais voilà, juste après le voyage, on évite de verbaliser. Par contre, le lendemain, le surlendemain, une semaine après, je pense que c'est même bénéfique de poser des mots sur ce qui s'est déroulé pendant la session. C'est ce qu'on appelle l'intégration, essayer de créer des liens entre les phénomènes psychologiques qui sont produits et les problématiques de la personne, problématiques de la vie quotidienne et ensuite on se sert de ça pour, essayer d'induire des changements positifs à long terme dans le comportement. Et justement, depuis quand est-ce que les civilisations utilisent-elles les psychédéliques et dans quel but? À ma connaissance, on est quasiment sûr que ça fait des centaines d'années, mais certainement peut-être aussi des milliers d'années, hein, peut-être même, dans la Grèce antique
et pourquoi pas même avant, hein. On pense que c'était principalement dans un but, spirituel. Après dans les sociétés qui utilisent traditionnellement les psychédéliques, comme l'ayahuasca, les champignons hallucinogènes, la mescaline, j'ai l'impression que cette notion de motivation récréative, spirituelle, thérapeutique, elle est un petit peu mélangée, hein, dans leurs cérémonies. Enfin, c'est un petit peu la vision que j'en ai. Et même dans les usagers, occidentaux, enfin, j'avais fait passer des questionnaires à des usagers où on leur demandait: «Quelle était votre motivation? Thérapeutique, récréative ou spirituelle?» et certains disaient: «Mais je peux pas les séparer en fait, c'est un tout». Et avec tous les psychédéliques qui ont été pris avec le mouvement aux États-Unis dans les années 60, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait toujours le côté spirituel dedans ou est-ce que justement le côté spirituel a été un peu jeté par la fenêtre et c'était surtout du récréatif dû par le mouvement? Alors déjà, définir la spiritualité, c'est assez Mmh. compliqué, hein. Ça peut aller de la pratique, d'une tradition religieuse à simplement le sentiment d'appartenir à une communauté et puis tout un tas de choses entre les 2. Donc c'est assez difficile à définir. J'ai pas le sentiment dans les années 60, il y avait un côté spirituel, hein, assez inspiré du bouddhisme, de l'hindouisme, qu'a donné peut-être une spiritualité qu'on pourrait qualifier de New Age. Mais j'ai le sentiment que la dimension spirituelle était assez prise en compte à cette époque-là. Qu'est-ce qui a causé l'arrêt brutal des recherches? Bon, c'était un contexte, sociopolitique particulier, hein. Il y avait, la guerre au Vietnam, la contre-culture qui s'est mise en place. Timothy Leary aussi à Harvard avec, Ram Dass, hein, qui est enfin la personne qui s'est fait renommer Ram Dass, qui faisait des expérimentations avec les psychédéliques sur leurs étudiants et qui peut-être en réaction, je sais pas, mais se sont mis un petit peu à prôner un usage, surtout Timothy Leary, un usage massif et sauvage, de ces substances, donc non contrôlé. Le gouvernement de Nixon s'est un petit peu saisi de ça pour interdire les psychédéliques, même si, j'ai entendu un conseiller avouer à demi-mot bien après que, en fait, ils ont classé ces substances comme étant dangereuses et sans utilité thérapeutique. Bon, sauf que les travaux montraient qu'elles étaient pas dangereuses, en tout cas d'un point de vue physiologique, hein. Après elles ont une dangerosité évidemment psychologique, mais qu'elles avaient une utilité thérapeutique, dans la dépression, l'addiction, la détresse existentielle en fin de vie. Mais voilà, peut-être pour couper court à ce mouvement de contre-culture, rendre les psychédéliques illégales faisait des gens qui les consommaient des criminels et donc on pouvait les, comment dire, les opprimer un petit peu par ce biais-là. Et comment est-ce que la recherche a recommencé du coup? Est-ce qu'il y a eu des changements de loi et donc la recherche a pu reprendre ou est-ce que justement plutôt des chercheurs ont fait ça un petit peu officieusement et à force, la loi a suivi entre guillemets? Alors comment ça s'est passé? Bon, déjà, les recherches se sont stoppées un peu partout, hein. L'Europe a suivi, ce mouvement. Je crois qu'elle l'a même un petit peu devancé. Sauf la Suisse. La Suisse a expérimenté, hein, bon, sur l'humain également. Ensuite, à ma connaissance, il y a un chercheur qui s'appelle Rick Strassman, aux États-Unis, qui a mis beaucoup d'efforts. Parce qu'en théorie, quand ils ont dit: «On interdit les psychédéliques», attention, ils ont pas dit: «On interdit la recherche sur les psychédéliques», mais ça a compliqué les choses, hein. Obtenir des financements, obtenir des autorisations, obtenir les accords éthiques, c'était beaucoup plus compliqué. Et comme il y a eu toute une campagne de stigmatisation de ces substances, c'était pas un très bon plan de carrière pour un chercheur de se dire: «Je vais étudier les psychédéliques», ça le marginalisait auprès de ses collègues un petit peu. Mais Rick Strassman, donc des années après, a voulu tester la DMT chez l'humain et il a mis tous les efforts qu'il a pu pour obtenir, les autorisations et ça a un petit peu ouvert la voie à d'autres travaux de recherche, notamment Roland Griffiths, en 2006 qui en a donné, d'abord à des sujets sains pour montrer que ça pouvait il a voulu reproduire l'expérience du Vendredi saint dont j'ai un petit peu parlé. C'était l'expérience menée par Timothy Leary qui a donné, dans les années 60 de la psilocybine à des étudiants, en théologie, le jour du Vendredi saint dans une chapelle pour provoquer des expériences mystiques. Mais c'était fait un petit peu sans les critères, la rigueur scientifique d'aujourd'hui. Donc Roland Griffiths a voulu refaire ça en laboratoire, il y est plutôt parvenu. Donc il a provoqué qui avait un impact significatif sur, 70 à peu près de ses participants. Après, il a refait cette expérience avec des patients atteints de cancer et voilà, ça a commencé à bourgeonner aux États-Unis, ensuite à Londres avec, ce chercheur Robin Carhart-Harris qui, mais aussi Wollenweider en Suisse, hein, qui ont mis des aiguilles dans, soit des IRM, soit des tomographies par émission de positons, donc des appareils qui permettent de mesurer l'activité cérébrale. Donc ils mettaient des aiguilles dans, ces appareils-là.
Ils leur injectaient, du LSD ou de la psilocybine et ils essayaient d'observer ce qui se passe au niveau neurofonctionnel. Donc ça, plus les essais cliniques, un petit peu partout dans le monde. Et du coup, comment sont utilisés les psychédéliques, contre quelle pathologie et quels sont les résultats pour le moment? Je sais pas s'il y a vraiment des études publiées ou si c'est juste des, comment dire? Des essais? Alors, les psychédéliques, on dit parfois qu'ils ont une action transdiagnostique. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs indications, dans plusieurs pathologies, notamment toutes les pathologies qui sont un peu, caractérisées par un mode de fonctionnement rigide. Donc je pense, à la dépression, vous savez, où il y a ces ruminations, ces pensées obsessionnelles, intrusives, mais aussi l'addiction, hein. L'addiction, c'est un comportement stéréotypé, sans cesse revenir à la consommation. Les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles alimentaires, ce genre de choses. Comment se passe une thérapie assistée par psychédélique? Je crois que c'était la suite de votre question. Il y a 3 étapes. Il y a la préparation d'abord, donc ça, ce sont 2 à 3 séances de psychothérapie qu'on fait avec le patient, sobre, simplement pour, permettre d'établir une bonne alliance thérapeutique avec le patient et aussi de le préparer aux effets qu'il pourrait expérimenter pendant la session, lui montrer la pièce, lui expliquer comment ça va se passer, l'entraîner peut-être à des techniques de relaxation, de méditation, de lâcher prise, ce genre de choses. Établir une intention thérapeutique avec lui. Alors ça ne veut pas dire qu'il va forcément explorer cette intention pendant son voyage, mais ça permet de donner une orientation, hein. Pourquoi tu viens faire ce voyage psychédélique? Qu'est-ce que tu veux venir explorer? Ça permet aussi au thérapeute, donc déjà de voir s'il n'y a pas des contre-indications, hein, chez le patient, à l'usage de psychédéliques. Alors soit parce qu'il présente des traits psychotiques, soit parce que, par exemple, quelques jours auparavant, il a vécu un deuil difficile, un accident de voiture ou que sais-je, enfin quelque chose d'un peu traumatisant. On va peut-être, dans ces cas-là, repousser le voyage, c'est peut-être pas le moment idéal. Ça permet aussi au psychologue d'estimer un peu le mode de fonctionnement du patient et d'anticiper quelles pourraient être les résistances, les obstacles, les difficultés qui vont survenir dans le voyage. Voilà, donc ça, c'est la préparation. Ensuite, il y a la séance sous psychédélique. Là, le psychologue, il a vraiment, en tout cas dans le modèle actuel, une attitude non directive. Ça veut dire qu'il encourage le patient à s'allonger, porter un bandeau sur les yeux, écouter de la musique dans un casque audio, et à avoir une attitude introspective. Voilà, on l'encourage à être curieux, avoir confiance, lâcher prise. Et le psychologue est simplement à côté au cas où le patient traverserait des moments difficiles et aurait besoin de soutien. Et tout ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est discuté aussi en amont pendant la préparation. Voilà, comment je peux t'aider si jamais tu rencontres des difficultés? Est-ce que je peux te prendre la main? Est-ce que je peux te mettre la main sur l'épaule? Est-ce que je peux te masser les pieds? Vous voyez, ce genre de choses. Tout ça est discuté en amont, hein, c'est le contrat, hein, vraiment. Et voilà, ce n'est pas rediscuté une fois que le patient est dans un état modifié de conscience. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai été formé. Et ensuite, après le voyage, il y a cette étape d'intégration dont j'ai parlé. Donc pareil, là ça le nombre de séances peut vraiment varier, mais, la première séance en général sert à revenir sur le voyage, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et les autres séances servent à connecter ça avec la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Comment ça va t'aider à inscrire des changements positifs et durables dans ton fonctionnement psychologique? Et du coup, quels sont les résultats par rapport à d'autres traitements, par exemple pour la dépression, par rapport aux antidépresseurs ou Alors, quels sont les résultats? Déjà, il y a eu ces cliniques de phase 1 qui ont été menées chez l'animal, pour démontrer que ces substances-là n'étaient pas dangereuses d'un point de vue physiologique, et c'est vrai qu'on a observé que pour les psychédéliques classiques, connus, hein, attention, connus, ceux qu'on a étudiés parce qu'il existe beaucoup de substances psychédéliques qu'on n'a pas encore vraiment étudiées, pour lesquelles on connaît pas, hein, la dangerosité. Mais pour ceux qu'on connaît, type LSD, mescaline, DMT, psilocybine, les effets physiologiques, il y en a, notamment une augmentation de la pression artérielle, du rythme cardiaque, mais ils restent sans danger pour une personne en bonne santé. Ensuite, les études, de phase 2, donc qui permettent d'en donner, à des humains, hein. On passe de l'animal à l'humain, soit des humains, sans pathologie, soit des individus qui souffrent de certaines pathologies. Là aussi, il y a eu plusieurs, résultats d'études qui ont été publiés qui sont assez prometteurs. Enfin, ce que vous avez évoqué, l'essai clinique de phase 3, où on essaye de comparer donc ce nouveau traitement aux traitements utilisés actuellement.
Il y a un travail qui a été effectué par l'équipe de Carartaris pour comparer l'effet de la psilocybine à celui des antidépresseurs classiques, donc inhibiteurs de la recapture à la sérotonine. Bon, les résultats ont été moins spectaculaires, je dirais, qu'espérés, mais tout de même, il y a une supériorité, du traitement par psychédélique par rapport au traitement classique sur les symptômes dépressifs, mais qui n'était pas significatif, hein. On voyait bien la différence, on voyait bien que la psilocybine semblait fonctionner mieux, mais la différence n'était pas significative d'un point de vue statistique, sur la mesure principale d'intérêt, c'est-à-dire les symptômes dépressifs, une échelle de dépression. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que sur d'autres mesures, notamment de la qualité de vie, là, les psychédéliques étaient vraiment significativement supérieurs aux antidépresseurs. C'est-à-dire souvent on entend, j'ai entendu des psychiatres dire: «Les antidépresseurs, c'est un petit peu mettre un couvercle sur les émotions, hein, les étouffer et permettre aux patients de vivre sans presque», et il le prend tous les jours. Cet antidépresseur, il y a des effets secondaires et cetera. Alors que les psychédéliques, c'est 1 à 2 prises en général, et au lieu de mettre un couvercle, on exacerbe. On va révéler les émotions pour permettre aux patients de les affronter et de passer au travers et peut-être après de mieux les appréhender. Et c'est vrai que les patients, en moyenne, les patients disent: «Non seulement, les psychédéliques m'ont aidé à réduire mes symptômes dépressifs, mais ils ont redonné un sens à ma vie, ils m'ont permis de me reconnecter à mes proches ou à la nature», ou ce genre de choses. Ils ont activé plein de ressources que je ne soupçonnais pas chez moi, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne, par exemple, contre les addictions, c'est-à-dire que la personne va se rendre compte qu'il y a d'autres possibilités et après le voyage, va avoir une sorte de va redéfinir ses «priorités» entre guillemets dans sa vie et c'est ce qui va permettre d'avoir le grand changement. Ce que j'avais vu aussi dans les études, contre l'addiction, que le meilleur remède contre l'addiction qu'on avait actuellement, c'était, une conversion religieuse. Alors bon, il y a c'est vrai que par exemple aux États-Unis, c'est les alcooliques anonymes, hein, je crois. Ça se base sur un éveil spirituel. Moi, la manière dont j'ai été formé, on part plutôt dans la direction de dire: «Les psychédéliques vont améliorer la flexibilité psychologique». La flexibilité psychologique, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est toute une notion. Ça part du principe que qu'est-ce qui crée la souffrance humaine? Enfin, les symptômes, c'est l'évitement expérientiel, c'est-à-dire les tentatives qu'une personne va mettre en place pour éviter les émotions, les pensées négatives. Des tentatives d'évitement, donc par exemple, boire de l'alcool pour ne pas ressentir l'anxiété. Avec les psychédéliques, on essaye d'induire de la flexibilité, de l'acceptation, hein, de montrer au patient, finalement, si tu acceptes tes émotions négatives, sur le court terme, ça peut être vécu comme inconfortable, mais sur le long terme, ça va être bénéfique. Ça ressemble assez à la pleine conscience, cette notion de flexibilité psychologique, donc c'est vraiment il y a plusieurs notions, mais il y a cette notion de diffusion cognitive. Ne pas croire que ses pensées sont forcément la réalité, hein. Les observer et pas élaborer dessus. Il y a aussi les valeurs dont vous avez parlé, hein. En fait, c'est essayer de vivre avec ces émotions négatives en accord avec ce qui est important pour nous dans la vie. Si le patient dit: «Ce qui est important pour moi, c'est la spiritualité», pourquoi pas? Le psychologue n'est pas un guide spirituel, ça c'est clair. Néanmoins, il doit offrir un espace pour que le patient puisse exprimer ça. Mais une fois de plus, on va travailler à: «OK, la spiritualité est une valeur importante pour toi. Qu'est-ce que tu en fais? À quoi elle te sert en fait, concrètement, en termes de changement?» Toujours ça, les mécanismes de changement. C'est vraiment ce qu'on essaye de viser. On pense que les psychédéliques, en fait, sont des amplificateurs. Enfin, en tout cas, moi, ce qu'on m'a enseigné, après on peut être d'accord ou pas, moi-même, je suis plus ou moins d'accord avec ça, enfin, je me pose des questions, c'est qu'il y avait effectivement tous ces travaux qui disaient la psychothérapie psychédélique, ça permet de générer, pourquoi pas, une expérience mystique, pourquoi pas une dissolution de l'ego qui va provoquer un choc ontologique chez le patient, une rupture paradigmatique. C'est-à-dire, ça va chambouler complètement sa vision du monde. D'accord? Là, moi, ce qu'on m'a enseigné, c'est plutôt, en fait, les psychédéliques, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont catalyser, rendre plus efficace, accélérer des mécanismes psychothérapeutiques qu'on a. Rien de nouveau, finalement, et ces mécanismes-là, il y en a 5. D'après certains auteurs, ils seraient communs à toutes les psychothérapies qui fonctionnent. C'est l'alliance thérapeutique, dont on a déjà parlé, la confrontation aux problèmes, hein, les psychédéliques vont confronter à vos problématiques, mais aussi l'activation des ressources,
des stratégies on appelle ça des stratégies de coping, c'est-à-dire peut-être vous montrez au patient par l'expérience des manières de faire face à ces problématiques, notamment le lâcher prise. C'est vrai que les psychédéliques, si vous résistez à l'expérience, vous allez être «puni» entre guillemets, hein. L'expérience va devenir assez désagréable et du moment où vous lâchez prise, vous êtes récompensé, si vous voulez. C'est un petit peu du conditionnement, hein. Quand on se met à lâcher prise, en tout cas c'est ce que rapportent les usagers, hein, tout de suite l'expérience devient plus agréable et ça, c'est un enseignement fort, pour le patient dans la vie de tous les jours. Et justement, à quel point est-ce que vous conseillez aux personnes de poursuivre après, du coup, parce que les thérapies psychédéliques, c'est 1 ou 2 sessions de prise de drogue et à quel point est-ce qu'après vous conseillez justement une poursuite des efforts avec, par exemple, une pratique de la méditation, de la pleine conscience? Alors on n'impose rien au patient, hein, on n'impose rien au patient, mais c'est vrai qu'on peut lui conseiller des méthodes d'intégration, par exemple donc la méditation, pourquoi pas, tenir un journal, mais ça peut être aussi se remettre au sport, reprendre contact avec ses amis, sa famille, vous voyez c'est très variable finalement. C'est vrai que parfois, on peut tomber un peu dans ce travers de se dire: «Les psychédéliques m'ont aidé moi de cette manière, donc je pense qu'ils vont aider tout le monde de la même manière». C'est faux. Certaines personnes peut-être ne seront pas aidées par les psychédéliques et ça c'est vrai que parfois on dit: «Les psychédéliques, c'est, la panacée, la baguette magique» et puis ça peut créer beaucoup d'attentes chez des patients qui sont en errance thérapeutique et ils vont être très, très, très déçus finalement si ça ne marche pas pour eux. Donc voilà, c'est très individuel finalement. Et justement, là, j'ai l'impression de comprendre que le but, ça va essayer de profiter du changement créé par les psychédéliques, après l'expérience, pour essayer d'aider le patient à redéfinir sa vie dans la direction dont il a envie d'aller, pour éviter de retomber dans les mêmes patterns. Exactement, c'est accepter ses émotions négatives de manière à ne pas se détourner de ce qui compte vraiment pour nous dans la vie. Et toujours viser la flexibilité. C'est-à-dire, on a parlé de spiritualité tout à l'heure. Encore une fois, la spiritualité, elle peut être elle est accueillie, mais on va encourager en fait, ça sert à rien de remplacer des représentations rigides par de nouvelles représentations opposées, mais tout aussi rigides, hein. Toujours, voilà, cultiver cette flexibilité. Et comment est-ce que cette flexibilité, elle se retranscrit au niveau neuronal? Est-ce que c'est des connexions qui s'allègent, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de connexions plus nombreuses et donc, entre guillemets, plus «d'entropie» dans le cerveau? C'est-à-dire qu'on aurait plus de possibilités et on voit concrètement, nous, plus de possibilités dans la vie plutôt que, la personne dépressive qui pense que, bon, bah, elle est dans cet état, elle l'a toujours été et elle le sera toujours et donc là, après ça, elle peut voir d'autres possibilités dans sa vie. Alors oui, effectivement, la flexibilité dont je vais parler, qu'on observe dans le comportement, il y a des travaux qui suggèrent qu'on l'observe aussi également dans le cerveau. C'est-à-dire notamment dans la dépression, il y a ce réseau, dont on a beaucoup parlé, il n'y a pas que lui, hein, mais le mode cérébral par défaut. Le mode cérébral par défaut, c'est un réseau de régions neuronales qui est plus activé quand le sujet ne fait rien, en fait, comparé à quand il est orienté dans une activité, dans une tâche. Ou alors qui est plus activé, qui s'active quand on fait de la référence à soi. On met la personne dans l'IRM, on lui montre un adjectif, par exemple, à quel point cet adjectif te définit. Et quand il fait cette tâche, on voit le réseau par défaut s'activer. Donc on pense que c'est le réseau d'une certaine forme de conscience de soi, qui pourrait être ce qu'on appelle le self-narratif, hein, le soi-objet si vous voulez. Et chez les patients dépressifs, il semblerait que ce réseau soit suractivé ou que les connexions entre les régions de ce réseau soient plus fortes que chez des personnes qui ne sont pas dépressives. Et les psychédéliques vont vraiment perturber l'organisation neurofonctionnelle à l'intérieur de ce réseau. Donc il y aura moins d'activité neuronale et la synchronicité, si vous voulez, des activations neuronales entre les régions de ce réseau va être perturbée. Et comme on pense que ce réseau, donc le réseau de la conscience de soi, on pense que c'est peut-être le chef d'orchestre aussi des autres réseaux neuronaux, il y a des régions cérébrales qui d'habitude n'échangent pas d'informations entre elles, qui vont se mettre à échanger des informations entre elles. Donc là, je reviens un petit peu à cette augmentation du répertoire de pensée. En fait, vous avez parlé d'entropie, mais c'est ça, les représentations de la personne sur lui-même et sur le monde agissent un petit peu comme des filtres, hein, sur sa conscience, parce qu'il se sert de ces représentations pour faire des prédictions. Voilà, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Donc s'il pense, je simplifie, hein, mais s'il pense que le monde est mauvais, qu'il n'a aucune valeur, il va prédire, il va faire des prédictions sur les événements qu'il va rencontrer sur la base de ces représentations-là et après il va filtrer un petit peu, il va donner plus de poids aux informations
qui confirme ces prédictions et passer un peu sous silence ou donner moins de poids ou réinterpréter les événements qui allaient à l'encontre de ces prédictions. Tout ça pour limiter l'entropie, hein, comme vous avez dit, c'est-à-dire en fait, c'est adaptatif parfois, hein, et c'est ce qui nous donne l'impression de comprendre notre monde, hein. C'est voilà, je comprends mon monde, je ne suis pas surpris, quoi. Mais quand les représentations sont pathologiques ou ont trop de poids, ça va conditionner des biais cognitifs, des schémas, répétitifs. Souvent, on donne l'exemple, c'était Mendel Kaelen qui avait proposé cet exemple-là. Il dit: «Voilà, vous êtes un skieur en haut d'une piste rouge, il y a déjà des voies toutes tracées» et ça, c'est un petit peu les voies qu'emprunte l'énergie neuronale, on pourrait dire, et ce qui détermine quelles vont être vos pensées, vos émotions. Les psychédéliques, c'est comme s'il neige sur la piste, on passe la dameuse et vous pouvez emprunter tout plein de chemins différents, explorer d'autres états de conscience, d'autres pensées, d'autres émotions, d'autres perspectives. Et justement, est-ce que concrètement, cette métaphore, elle se tient neuronalement? C'est-à-dire que on met des gens avant les psychédéliques dans l'IRM. On observe, entre guillemets, leur cartographie cérébrale. Ensuite, on les prend après l'expérience. Est-ce qu'on voit justement que ces connexions se sont atténuées ou que de nouvelles se sont créées? Ou est-ce que c'est vraiment juste pendant l'expérience? Mais ça permet de donner une perspective psychologique et après la personne va travailler dessus et changer du coup au fur et à mesure par expérience. On observe effectivement, il y a ce travaux, donc l'essai clinique de phase 3 dont on a déjà discuté, de Carr-Hartaris, qui a comparé les psychédéliques aux antidépresseurs et montre que uniquement dans le groupe des psychédéliques, entre avant et après la prise, on observe moins de ségrégation des réseaux neuronaux. Ça veut dire qu'ils sont moins imperméables entre eux, hein, ils s'échangent plus d'informations et aussi plus de flexibilité. C'est-à-dire que, encore une fois, les régions neuronales à l'intérieur du DMN se mettent à être un peu moins connectées et par contre, les régions neuronales qui ne font pas partie du DMN et qui ne font pas partie des mêmes réseaux se mettent à être plus connectées entre elles. Il y a plus d'échanges d'informations et ça, on l'observe alors après le psychédélique, mais aussi, pendant les effets aigus, c'est vrai, pendant les effets aigus et ça pourrait expliquer certains phénomènes. Notamment, les synesthésies par exemple, hein. Les réseaux auditifs se mettent à communiquer avec les réseaux visuels, les réseaux gustatifs, les réseaux tactiles, ce genre de choses et aussi le fait que vous savez donc je vous ai parlé, du mode cérébral par défaut, le DMN. Normalement, il est vraiment anticorrélé à ce qu'on appelle les Task Positive Network, donc les réseaux qui s'activent quand on rentre dans une tâche et c'est un petit peu donc le DMN, ça serait le réseau de la conscience de soi, notre modèle de nous-mêmes et les Task Positive Network pourraient être un petit peu les réseaux du modèle du monde et comme ils sont très anticorrélés, orthogonaux, à l'état normal, c'est cette impression d'être séparé de l'environnement et sous psychédélique, l'anticorrélation diminue, ça pourrait expliquer ce sentiment de fusion avec l'environnement. Ouais, c'est cette dissolution de l'ego qu'on peut retrouver par exemple dans la méditation ou dans d'autres pratiques. Oui, il y a d'autres pratiques, effectivement. La Et méditation fait ça, effectivement. Oui, un patient dépressif, on pense que c'est rumination et aussi cette tendance à s'auto-juger négativement, ça pourrait être expliqué par une suractivation du DMN. Hein, le self, un focus trop centré sur le self narratif, le soi objet. Et quand on fait de la méditation, quand on prend un psychédélique, peut-être que le focus attentionnel se déplace depuis, les pensées vers ce que certains auteurs appellent donc le self minimal, vraiment le self phénoménologique. Que ça peut être, les sensations extérieures, mais aussi intérieures, hein. Voilà, mais pas les pensées. je pense que ça se tient parce que quand on regarde les modèles sur la personnalité, par exemple le Néospire qui vient tester le névrotisme, donc c'est les émotions négatives globalement dans le Big Five. Il y a une des échelles qu'ils utilisent, enfin un des items qu'ils utilisent, c'est la conscience de soi. Et plus la conscience de soi est élevée, plus ça corrèle avec la dépression. Ou autrement, si on regarde le discours de quelqu'un, on analyse le nombre de références à soi, et ça corrèle avec la dépression, l'état dépressif aussi. Et c'est vrai qu'assez classiquement, en thérapie ou en TCC, on apprend justement à rompre l'identification avec nos pensées, entre guillemets, on est différent de nos pensées, et à aller justement vers le monde, plus à se concentrer vers l'autre. Si on est anxieux, la solution, c'est pas de, en soirée par exemple, de penser à soi, à notre état, la solution, c'est d'essayer de mettre l'autre à l'aise. Et si on se concentre sur se mettre l'autre à l'aise, on s'oublie nous-mêmes et donc on est plus à l'aise indirectement. Tout à fait, ouais, tu un bon exemple. Il y a aussi l'exemple de Michael Pollan dans son livre que j'aime beaucoup, How to Change Your Mind.
Il explique ça, il dit: «Il y a des matins, je me sens bien, j'ouvre mes volets et je suis conscient des oiseaux qui chantent, du parfum des fleurs, de la brume sur mon visage et cetera. J'ai une conscience un petit peu élargie, tournée vers l'extérieur. Il y a d'autres matins où je suis un peu préoccupé et là, mon flux de conscience, il est très restreint et quand j'ouvre mes volets, je me rends pas compte du chant des oiseaux, je me rends pas compte du parfum des fleurs et cetera. Je suis centré sur le self narratif». D'ailleurs, il a fait une série, je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, justement son bouquin qui a été adapté en 4 épisodes, qui est, exceptionnel aussi pour ceux qui aiment pas trop lire ou qui auraient pas forcément le temps. Mais le livre est vraiment super. En plus, en français, il est sorti aussi, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, c'est de la bonne vulgarisation à mon sens. Après, tout le monde ne l'apprécie pas forcément, mais Bah, c'est bien aussi parce qu'il arrive à dans son livre, en gros, il essaye, les différents, psychédéliques. Il y a la mescaline, le LSD, la psilocybine et je crois que c'est l'ecstasy le dernier et donc ça permet aux gens de comprendre un petit peu ce qui se passe, quoi. Donc je voulais revenir un petit peu sur cette idée du de soi, de l'illusion de soi. Enfin, on pourra parler après de si c'est une illusion ou non. Mais c'est vrai que les gens, quand ils pensent que justement, l'état des psychédéliques avec le soi qui disparaît, cette fusion dont vous parliez avec l'environnement, avec la nature, avec ce qu'il y a autour, finalement, on l'expérience un petit peu quotidiennement dès qu'on va se mettre dans une tâche où on va être juste purement investi, sans s'en rendre compte. Et au moment où on s'en rend compte, c'est le moment où justement le soi est revenu, où on s'est réagrippé à ça. Bah, par exemple, l'état de flow. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est des expériences plaisantes, justement, cette perte de soi. oui, c'est vrai quand on écoute la plupart des usagers, et même des patients, hein, qui vivent une expérience de dissolution de l'ego ou une expérience mystique, c'est associé à des émotions positives fortes. Ça peut néanmoins générer de l'anxiété, hein. Mais dans la définition de l'expérience mystique, il y a des émotions positives fortes, hein. C'est un petit peu l'extase. Un petit peu l'extase, la jouissance, ça peut être beaucoup de plaisir aussi corporel, des choses assez positives. Mais encore une fois, en fonction du set and setting, ça peut aussi être terrifiant comme expérience. Est-ce qu'on sait ce qui cause, tous les effets hallucinogènes des psychédéliques? Est-ce que c'est justement la sérotonine via les récepteurs, 5-HT2A dont vous parliez? Ou est-ce que c'est autre chose puisque je ne sais pas si les antidépresseurs classiques agissent sur ces récepteurs précisément, mais en tout cas, ils n'ont pas forcément du coup cette phénoménologie avec? Les antidépresseurs, les antipsychotiques également, mais antidépresseurs, ils vont bloquer la recapture de la sérotonine en présynaptique. Antipsychotiques, je crois, hein, qui sont plutôt des antagonistes. Donc ils vont fermer les récepteurs en postsynaptique. On sait que les psychédéliques exercent leur action, psychoactive. Les effets subjectifs des psychédéliques sont fortement liés à l'activation des récepteurs sérotoninergiques en postsynaptique puisque c'est Wollenweider notamment, hein, pas que lui, mais entre autres, qui a fait ces travaux-là. Il montre qu'administrer un antagoniste sérotoninergique avant l'administration d'un psychédélique bloque les effets subjectifs. Pour revenir à ce dont on parlait avant de commencer l'enregistrement, est-ce que les bénéfices des psychédéliques déjà sont dus au fait que ce soit pris dans une pratique thérapeutique? Ou à quel point est-ce que ça peut être séparé de ça? C'est-à-dire qu'une personne qui prendrait des psychédéliques toute seule pourrait arriver au même résultat, de mieux-être? Alors c'est une très bonne question qui est pas évidente à répondre, quand on regarde certaines études «épidémiologiques», hein, entre guillemets, on voit que parmi les consommateurs de psychédéliques, il y a pas plus, d'addiction, pas plus de dépression, pas plus de psychose, que dans la population en général qui ne prend pas de psychédéliques. Voire même, et certains travaux montrent qu'il y a moins d'idées suicidaires, moins d'addiction et moins d'anxiété, moins de dépression, un mieux-être. Il y a aussi des travaux qui montrent, chez des usagers qui en prennent, tout seuls en fait, hein, dans différents contextes, mais pas thérapeutiques. Ces individus indiquent que les psychédéliques, ont plutôt favorisé des changements positifs dans leur comportement, hein, remettre le corps en mouvement, se mettre à une pratique de méditation, manger plus sainement, arrêter de fumer, arrêter de boire, reprendre, contact avec ses amis et cetera. Moi-même, avec mes collaborateurs, on a publié un certain nombre de papiers pour montrer que, suite à une prise de psychédélique faite hors contexte thérapeutique, les individus consommaient moins de tabac, d'alcool, de cannabis après ça et rapportaient aussi, des améliorations de leur relation avec eux-mêmes, leur relation avec leurs proches, et cetera. Après attention, c'est en moyenne. Ça ne veut vraiment pas dire qu'il y a des individus qui vont prendre des psychédéliques hors contexte thérapeutique et qui vont voir leur état psychologique se dégrader. Parce qu'ils ont vécu une expérience désagréable, parfois même traumatisante,
ou même parce que, ils peuvent avoir vécu une expérience très positive, mais ils ont du mal à l'intégrer dans leur fonctionnement quotidien et à l'intégrer à leur vision du monde, précédente, si vous voulez. Il faut aussi garder en tête, notamment je pense aux travaux que nous on a publiés, c'est des travaux, d'ailleurs je remercie vraiment tous les participants, qui ont répondu à nos questionnaires. En général, on poste les liens vers nos sondages, nos enquêtes, en ligne sur des réseaux sociaux qui sont fréquentés par, des personnes qui sont en général un peu partisans des psychédéliques et en plus, parfois c'est des gens qui ont eu, plus de 100 expériences psychédéliques dans leur vie et dans nos questionnaires, en tout cas les nôtres, on leur demande de choisir l'expérience la plus significative. Donc il y a une espèce de double biais de sélection. On va chercher parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, soit qui ont pris un psychédélique, il s'est rien passé ou alors ça leur a pas fait du bien. Ces personnes-là vont pas rejoindre les forums, les associations un peu partisanes des psychédéliques, hein. Donc déjà, on va sélectionner des personnes pour qui certainement les psychédéliques ont été bénéfiques. Et ensuite, on leur demande à ces personnes-là, parmi leurs nombreuses expériences parfois, d'aller chercher celle qui a le mieux marché et on fait des conclusions à partir de là. Bon, je dis pas que c'est inintéressant, mais ça limite un peu la portée des résultats quand même, hein. Il faut prendre un peu des pincettes avec ces résultats-là. Si quelqu'un devait prendre des psychédéliques seul, étant donné là maintenant quelqu'un qui voudrait essayer et maintenant qu'on sait l'importance du set and setting, de ce que vous aviez dit justement, de l'intention avant d'aller prendre de le psychédélique, l'importance de savoir comment réagir face, par exemple, au «bad trip» entre guillemets. Comment est-ce que la personne devrait se positionner? Est-ce qu'il existe des guides que l'on pourrait prendre, par exemple, qui viendraient, nous assister, entre guillemets «thérapeutiquement»? Thérapeutiquement, je sais pas, mais en tout cas, il y a un très bon, guide de réduction des risques qui a été élaboré par la Société psychédélique française. J'invite vraiment les personnes à le consulter. Il est très bien fait. Et quels sont les effets négatifs que peuvent avoir les psychédéliques? Parce que là, on a vu les effets positifs, mais je suppose qu'il y a quand même quelques dangers. Alors les effets négatifs, bon, d'un point de vue physique, on se demande si d'en prendre, très régulièrement, ça pourrait pas créer des valvulopathies, hein, des problèmes cardiaques. C'est possible, notamment je pense au microdosing, donc voilà, ça peut être un risque. Ensuite, d'un point de vue psychologique, j'en ai déjà parlé, le risque, ça peut être finalement, c'est une expérience qui est tellement forte, qui peut être tellement déstabilisante que finalement la personne se sent un petit peu désintégrée quoi, hein, un petit peu, perturbée. Ensuite, l'autre risque, c'est vrai que les psychédéliques, on pense qu'ils augmentent la suggestibilité, d'où l'influence des facteurs extrapharmacologiques et ça a été très bien décrit par David Dupuy, il parle des psychédéliques comme une épée à double tranchant, c'est-à-dire le fait de, remettre en question ses représentations, sa vision de soi-même, sa vision du monde, ça peut être thérapeutique si on l'intègre, notamment avec un psychothérapeute, qui a de bonnes intentions. Mais ça peut aussi être, la porte ouverte à des abus, hein, imaginez une personne qui est dans un état de fragilité, qui vient confier sa confiance à des guides et bien ensuite peut-être il peut se faire un petit peu endoctriner. Ça, c'est déjà observé. Pourquoi est-ce que les psychédéliques sont déconseillés aux personnes, ayant des tendances psychotiques, voire étant psychotiques? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas, par exemple, de soigner la schizophrénie avec des psychédéliques? Et il y a eu des essais, hein. Il y a eu des essais, je crois, à Sainte-Anne même, hein, dans le passé. Je n'ai plus exactement en tête les résultats, pour être honnête. Je sais aussi qu'il y a des rapports anecdotiques, donc de patients, qui ont des troubles psychotiques et qui ont consommé des psychédéliques. Certains disent que ça a amélioré leurs symptômes, d'autres, disent que ça les a exacerbés. J'ai entendu certains chercheurs dire, «Pour l'instant, on exclut des essais cliniques les troubles bipolaires, les troubles borderline et cetera», mais finalement, c'est peut-être des précautions qu'on prend, mais qui n'ont pas lieu, hein, qui ne devraient pas avoir lieu, donc il y a peut-être des pistes, hein, thérapeutiques pour ce genre de conditions également, mais en l'état actuel, c'est un critère d'exclusion. Même si vous-même, vous n'êtes pas psychotique, vous n'avez pas d'antécédents psychotiques, mais qu'un de vos parents du premier degré en a, vous ne serez pas inclus dans un essai clinique. Ça aussi, il faut le dire. C'est vrai que les essais cliniques actuels qui sont publiés, les patients sont très sélectionnés, hein, sont très, très sélectionnés. C'est pas des patients tout venant. Donc là aussi, ça peut venir limiter un peu la portée des résultats de ces essais cliniques-là. C'est pour essayer de conserver une bonne image des psychédéliques, c'est-à-dire essayer de rattraper un petit peu tout ce qui a été, mis de négatif dans la culture? Je pense que c'est parce qu'on a vraiment le souci de la sécurité des patients. On ne veut prendre aucun risque, mais déjà le risque zéro n'existe pas. Récemment, il y a une étude de cas qui a été publiée, par des Suisses, parce qu'en Suisse, ils peuvent faire des thérapies assistées.
et donc c'est un patient qui avait une dépression, mais sur un fond de psychose, hein, manifestement, qui s'est suicidé peu de temps après, une prise de psychédélique. C'est pas un incident qui est souvent documenté dans les essais cliniques, mais voilà, le risque peut être là. Donc il faut vraiment faire très attention au screening, hein, dont j'ai déjà parlé. Est-ce que mon patient, n'a pas de contre-indication? Et se baser sur les données, hein, les données qui ont été publiées. Tant qu'on n'a pas les données, je pense qu'on va conserver cette précaution et c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que les effets thérapeutiques, justement, des thérapies psychédéliques sont dus en partie, voire totalement, à l'expérience phénoménologique que la personne a? Ou est-ce que justement la recherche de traitements qui enlèverait ce côté phénoménologique et donc peut-être les risques qui pourraient être pour les personnes schizotypiques, etc. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'on a déjà des idées de ce que ça donne? J'ai vu qu'il y avait de la kétamine qui se faisait sans effet hallucinogène. Effectivement, il y a tout un débat dans la littérature parce que les psychédéliques, ils sont pas neurotoxiques, hein, voire même ils seraient peut-être, psychoplastogènes, c'est-à-dire qu'ils favoriseraient la plasticité cérébrale, l'arborisation dendritique, la croissance axonale, des choses comme ça et avec d'autres effets neuroprotecteurs comme la diminution de l'inflammation, par exemple. Donc certains chercheurs envisagent ça comme une piste thérapeutique, se disent: «Bah, voilà, finalement c'est pas les phénomènes que la personne vit pendant son état modifié de conscience qui vont améliorer son état, bien que les patients fassent des liens, hein. Tous les patients, quasiment, je pense, hein, vont vous dire: «Si je vais mieux, c'est parce que j'ai vécu ça». Mais peut-être qu'ils font des fausses attributions après tout, hein, c'est tout à fait possible. Donc il y a des chercheurs d'un côté qui vont dire: «Non, c'est que les effets physiologiques, psychoplastogènes, donc ça serait super intéressant de développer des molécules psychédéliques non hallucinogènes, mais qui conservent ces propriétés psychoplastogènes» et d'autres chercheurs qui disent: «Non, non, non, c'est vraiment, la qualité de la phénoménologie, donc de ce que la personne va vivre pendant l'expérience psychédélique, pardon, qui va déterminer la réduction des symptômes». Je pense que les 2, hein, les 2 jouent. On ne peut pas séparer la matière de l'esprit comme ça, hein. Donc je pense que les 2 ont un intérêt thérapeutique et je pense qu'effectivement développer des molécules psychédéliques non hallucinogènes pourrait être très utile. Imaginez un patient qui vient de faire un AVC par exemple, si vous pouvez lui injecter de fortes doses de DMT sans provoquer une expérience hallucinogène intense, ça peut être intéressant pour stimuler la plasticité cérébrale. Ou alors même des patients dépressifs par exemple, qui n'auraient pas envie de vivre une expérience, psychédélique, hein, et on n'a pas tous envie de vivre des expériences psychédéliques. Ça les effraie, voilà, vous voyez? Donc là, on pourrait peut-être leur proposer cette solution. Après, je ne suis pas vraiment au courant, pour tout vous dire, des résultats, actuels, mais c'est une piste assez prometteuse et je ne sais pas aussi quelle sera la modalité, s'il faudra en prendre tous les jours, voilà, on en est encore au début. Et quels sont les résultats quant au microdosing? Parce que c'est un petit peu à la mode, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui l'encouragent. On entend parler de la Silicon Valley, de plein de personnes qui prennent du microdosing, de LSD, etc., pour optimiser la créativité et tout. Mais est-ce que c'est back up par des études ou est-ce que c'est juste des impressions, des anecdotes, entre guillemets? Alors, à ma connaissance, les études rigoureuses qui ont essayé de tester ça n'ont pas montré de différence avec, un placebo. Ce qui ne veut pas dire que les personnes qui vivent des bénéfices se trompent, hein, c'est pas ça. Après, c'est assez difficile le microdosing, je me souviens plus exactement dans le détail comment ça a été fait, leurs études, mais je crois que la dose était fixe la plupart du temps. Or, Fadiman, il me semble, il conseille de faire du microdosing. C'est très délicat de trouver la bonne dose qui marche et il conseille de partir vraiment d'une dose très, très minime, d'augmenter, mais vraiment un tout petit peu et quand on arrive à la dose où on sent les effets et ben, on revient à la dose précédente et ça demande du temps, en fait et je crois pas que ça a été fait dans les études donc parce que parfois, Fadiman le dit, hein, si vous êtes notamment si vous souffrez d'anxiété, ça peut être vraiment délicat de trouver la bonne dose qui va vous permettre de fonctionner. Si vous en prenez un peu trop, vous allez être bloqué dans un état d'anxiété et ça va être contre-productif finalement. Donc ça a été étudié de manière assez rigoureuse, mais il y a peut-être encore des pistes, hein. À ma connaissance, les résultats, sont assez mitigés et certains résultats, notamment d'études quand même très rigoureuses, ne montrent pas de différence entre le placebo et les psychédéliques pris en microdose sur l'humeur, sur la cognition, sur la créativité et cetera. Et comment les psychédéliques ont permis, de changer peut-être la vue, neuroscientifique ou en tout cas de guider les recherches en neurosciences sur, la nature de la conscience? Ça aussi, c'est un débat, c'est vrai que quand on prend un psychédélique,
Ça perturbe la conscience et on dit souvent en psychologie, hein, la manière dont un système se déstructure n'est pas sans relation avec son mode de fonctionnement à l'état normal. Et beaucoup d'usagers rapportent des insights, hein, donc des révélations sur, le fonctionnement de la conscience, la nature de la conscience, leur place dans l'univers, enfin plein de choses. Ça ne veut pas dire que ces insights sont la vérité, hein, évidemment. Ensuite, d'un point de vue scientifique, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais ça a apporté quand même beaucoup de connaissances sur le mode cérébral par défaut dont j'ai parlé, hein, et la conscience de soi. C'est vrai que les travaux de Carahtaris qui montrent que plus le mode cérébral par défaut se désorganise sous psychédélique, plus les individus vont dire: «J'ai vécu une expérience de dissolution de l'ego intense», c'est quand même un résultat fort. Mais ça, on le savait avant, enfin, on l'envisageait avant les psychédéliques, ça. Le fait que le mode cérébral par défaut soit peut-être le réseau d'une certaine forme de conscience de soi, on l'envisageait avant les psychédéliques. Donc ils n'ont pas, apporté quelque chose de nouveau. Ils ont confirmé, de manière assez élégante, mais ils ont confirmé. Et Matthew Johnson, qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, dans un article, il affirme que non, les psychédéliques, pour le moment, n'ont pas permis, d'apporter des avancées significatives sur le fonctionnement de la conscience et de la conscience de soi. Et du coup, est-ce que scientifiquement, la vue rejoint un peu celle des bouddhistes sur le soi, sur le sentiment de soi? Est-ce que on considère ça comme une illusion scientifiquement? Est-ce que justement non, puisque c'est corrélé juste du coup au default mode network? Ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs philosophes, de l'esprit contemporains, qui proposent que la conscience de soi soit une illusion. Il y a ce chercheur qui a avancé une théorie que j'aime bien, qui explique qu'en fait le self, donc le soi, sa fonction, ça serait de nous donner une expérience consciente unifiée, si vous voulez. Cette impression, hein, cette illusion d'être un, si vous voulez. Parce qu'en fait, là, au moment où je vous parle, j'ai des signaux qui proviennent de différentes sources, des signaux visuels, auditifs, olfactifs peut-être, tactiles, mais aussi interoceptifs, des pensées, des émotions. Donc c'est différent, c'est des signaux de différents canaux, mais qui sont ensuite regroupés en une expérience consciente, la mienne, hein. Je suis la source de toutes ces sensations. On pourrait faire le parallèle avec la perception. Quand on perçoit un objet, au départ, le cerveau, quand il se construit le percept, il va d'abord coder pour ces différents éléments. Et c'est seulement ensuite dans une étape associative qu'il va dire: «C'est le même objet, ces différents éléments font partie d'un même objet». Ce serait un petit peu pareil pour la conscience de soi. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce que, par exemple, si je me saisis d'un verre ou d'une bouteille, le toucher, l'impression de toucher arrive en même temps que le visuel, alors que le visuel arrive bien plus rapidement au cerveau que le toucher, ne serait-ce que pour une question de distance et de signal électrique, quoi. Effectivement, oui, oui. Et quels sont les retours que font les gens après avoir pris des psychédéliques pour la première fois? Qu'est-ce que ça change dans leur vision du monde? Comment est-ce que eux le vivent personnellement, subjectivement? Alors bon, encore une fois, je pense que c'est très dé ça varie énormément d'une personne à l'autre. Il y a des travaux qui ont été publiés qui montrent que, déjà, quand on leur demande, à quel point c'était une expérience forte et significative pour eux, les gens vont répondre, «Ça faisait partie soit c'était l'expérience la plus significative de ma vie, soit ça fait partie des 5 expériences les plus significatives de ma vie». Donc ça, c'est un résultat fort qui a été montré par Griffiths. La même équipe et aussi, une autre équipe à Londres ont montré, avec des questionnaires qu'ils ont fait passer à des usagers, que ça pouvait changer les croyances métaphysiques. Notamment passer d'une vision assez matérialiste de la réalité à plus de flexibilité et à des visions plus, idéalistes sur la nature de la réalité. Et est-ce qu'on observe des changements dans leur personnalité? C'est-à-dire qu'on pourrait mesurer au travers, par exemple, du Big Five? Oui, ça a été montré également. C'est vrai qu'on considère la personnalité comme étant quelque chose d'assez stable, mais on a observé avec des études, toujours avec la même méthode, que après un psychédélique, certaines personnes avaient, une ouverture aux nouvelles expériences, plus f améliorée. Enfin, il y a cette dimension de la personnalité qu'on appelle ouverture. C'est à quel point une personne est attirée par la nouveauté, par les nouvelles expériences, et les psychédéliques pourraient, augmenter cette caractéristique et diminuer le névrosisme. Vous en avez parlé, donc c'est toute, la sensibilité aux expériences négatives, si on veut. Mmh. Pour l'augmentation de la créativité, est-ce que c'est lié notamment, du coup, au fait qu'il y aurait plus d'entropie et du coup, on pourrait envisager plus de possibilités, ce qui concrètement revient à être créatif, c'est globalement être capable d'envisager plus de possibilités que quelqu'un d'autre? Oui, c'est ça, c'est penser outside of the box,
Pareil, les résultats des travaux scientifiques, rigoureux menés récemment sont un peu contradictoires. Il y en a qui montrent des améliorations de la créativité, d'autres non, à ma connaissance, hein. Et c'est vrai qu'il y a eu, juste avant que ça soit interdit dans les années 70, il y avait James Fadiman notamment, on en a parlé quand on a mentionné le microdosing, qui mettait des artistes, des architectes et des ingénieurs ensemble pour travailler sur un problème sur lequel ils bloquaient, sous psychédéliques, pour voir si ça pouvait les débloquer et si les insights, les solutions qu'ils observaient étaient viables, hein. Il y a aussi des anecdotes, hein, de personnes, de chercheurs qui ont été nobélisés, hein, notamment dans le domaine de la génétique, qui disent: «Mes intuitions, je les ai eues sous psychédéliques». Oui, je sais plus quel chercheur c'est. C'est pas celui qui a découvert l'ADN, c'est celui, je crois, qui a trouvé comment le répliquer efficacement ou quelque chose comme ça, qui prenait énormément de psychédéliques et qui, un soir, sans psychédéliques, mais il avait les hallucinations, il disait justement en voiture et d'un coup, il a eu la révélation visuellement. C'est possible, ouais. Comment la prise de psychédéliques influence-t-elle la spiritualité d'une personne? Est-ce que justement, si on prend des psychédéliques, on voit que les gens, du coup, vont peut-être se tourner vers des religions classiques ou à l'inverse, vont peut-être poursuivre une spiritualité en dehors de religion, entre guillemets? Alors ça, c'est une bonne question. Pareil, je pense que ça dépend beaucoup des personnes, il doit exister des articles publiés à ce sujet-là, j'en ai vu passer, mais encore une fois, spiritualité, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça va beaucoup dépendre aussi de quelle était la spiritualité de la personne avant, le psychédélique. Là, en tête, j'ai vu un article, mais pas scientifique, hein, de vulgarisation, dans Rolling Stones, je crois, qui montrait que aux États-Unis, donc ils sont assez religieux là-bas, hein, des mormons, donc qui avaient une pratique assez rigoriste, hein, de la religion, après psychédélique, se réappropriaient un petit peu, leur foi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision, une lecture beaucoup moins, littérale des textes sacrés, peut-être plus de flexibilité et enfin, de l'intériorité, revenaient vers l'intériorité. Ouais, ils faisaient des liens entre les textes, ce qui était dit et peut-être ce qu'ils avaient vécu, du coup, pendant leur expérience. Oui, ou ils remettaient en question ce qu'on leur avait enseigné, en fait. Ils passaient d'une religion un petit peu institutionnelle à une religion un peu, vécue individuellement, à un contact direct avec le divin, si vous voulez. Et est-ce que les psychédéliques peuvent aider à trouver un sens à la vie? Parce que j'ai vu que dans les recherches sur les cancéreux qui sont en fin de vie, ça aide pour donner un sens à la mort. C'est-à-dire qu'on ça baisse leur peur de la mort. Tout d'un coup, ils ont plus forcément peur et donc ça permet de forcément faciliter leurs derniers mois de vie, de les rendre beaucoup plus plaisants. Je ne sais pas s'ils ont peut-être un peu moins peur de la mort. En tout cas, ils revoient leur représentation par rapport à la mort et ce qui est très intéressant, effectivement, on parle souvent de détresse existentielle en fin de vie avec des besoins émotionnels, psychologiques et spirituels qui ne sont pas comblés chez ces personnes-là. On peut facilement le comprendre et ce qui leur apporte effectivement, c'est un changement de représentation face à la mort et une envie de vivre le plus intensément possible les derniers moments, si vous voulez. Donc pas de l'abattement, le contraire de l'abattement. C'est non seulement ma représentation de la mort a diminué, mais aussi la manière dont je vis mes derniers moments a changé également. Et est-ce que du coup, sans pour les personnes qui seraient pas forcément, donc par exemple une jeune personne ou juste une personne en milieu de vie, où la mort n'a pas forcément une place importante dans son quotidien, est-ce que ça aide à donner un sens à la vie justement? C'est-à-dire que sans considérer la finitude de l'expérience, est-ce qu'elle peut réussir à trouver autre chose qui pourrait donner du coup du sens à sa vie et donc qui pourrait peut-être expliquer du coup les remises de dépression, les choses comme ça, avec peut-être des gens qui. On entend ça, hein, que les psychédéliques peuvent permettre, de donner plus de sens à la vie. Je pense qu'encore une fois, ça dépend beaucoup des individus et du set and setting, c'est possible. Après, le sens de la vie va varier d'une personne à l'autre, hein, je pense j'ai envie de vous parler de ça maintenant, je ne sais pas si c'est approprié, mais vous savez, bon, il y a le mouvement de la contre-culture dont on a parlé, qui prenait des psychédéliques et qui après se retrouvaient plus connectés à la nature, à l'amour, voilà, des valeurs un peu hippies. Il y a aussi des gens, donc on pourrait dire, voilà, le sens de leur vie maintenant, c'est ça. Il y a aussi des groupes, néo-nazis qui prennent des psychédéliques et qui, croient encore plus après ça à la suprématie de la race blanche, des choses comme ça. Donc, et pour eux, ça a du sens, ça donne du sens à leur vie aussi. Et comment est-ce que vous aborderiez du coup le set and setting? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des grosses lignes de conseils qu'on pourrait donner aux gens, vu que ça reste personnel, mais pour guider au moins leur questionnement et du coup, qu'ils soient au moins orientés dans la bonne direction et après ils choisissent eux-mêmes, mais est-ce qu'il y aurait des questions qui pourraient se poser pour leur permettre de définir un set and setting qui leur correspondrait?
Oui, oui, oui. Alors souvent, pareil, je renvoie au manuel de réduction des risques de la Société psychédélique française, mais souvent on dit qu'un bon set setting, c'est, déjà se trouver dans un état d'esprit, alors c'est normal de ressentir un petit peu d'anxiété avant de prendre un psychédélique, puisqu'on va vers l'inconnu, hein. Néanmoins, il faut quand même se trouver dans un état, psychologique relativement favorable, détendu, relâché, confiant, serein et dans un environnement, social et physique dans lequel on se sent bien. Je me suis rendu compte que j'avais pas posé la question, ça vient de me venir comme ça. Est-ce qu'il y a différentes étapes au voyage? Ou est-ce que c'est juste tout du long, genre départ, on prend, on sent les premiers effets, et après c'est puissance maximale, mais plus ou moins similaire tout du long, jusqu'à la redescente à la fin? Non, alors la cinétique, hein, si on veut, de l'expérience, elle va varier en fonction de la substance, du mode d'administration, mais si on pense à un mode d'administration oral, en général, il y a une première phase de montée qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, ce qui est pas toujours vécu comme agréable par les personnes qui consomment. Certains chercheurs disent que c'est pendant cette étape que pas mal de phénomènes psychodynamiques peuvent se produire, hein. Et ensuite, il y a le plateau, le pic, là où les effets sont les plus intenses, qui va durer, 2 heures, 3, ça dépend de la substance, hein, mais 2 heures, par exemple, pour la psilocybine, je crois. C'est là que des expériences un peu transpersonnelles, un petit peu existentielles peuvent se produire, mais là encore, on a des vagues. On peut avoir des vagues et puis ensuite la remontée. Mais les phénomènes peuvent changer en fonction aussi de facteurs extra-pharmacologiques, hein, en fonction de la musique, en fonction si vous changez de pièce et cetera. Souvent, ce qu'on dit, c'est si jamais vous vous sentez, pas forcément dans un bad trip, mais dans un état pas très favorable, essayez de changer la musique, essayez de changer de pièce, essayez de changer d'ambiance, pour modifier un peu l'expérience. Et durant les thérapies, est-ce que les personnes ont les yeux bandés? C'est-à-dire que du coup, ça force l'introspection? Ou est-ce qu'à l'inverse, elles peuvent se balader dans la pièce ou Ils sont encouragés effectivement à s'allonger, porter un casque auditif et un bandeau sur les yeux pour cette raison effectivement d'introspection. Après bon, moi j'en ai jamais fait, j'en ai jamais mené de psychothérapie assistée par psychédélique, j'ai aucune expérience là-dedans. J'imagine qu'il y a une forme de flexibilité. Normalement, il y a des toilettes à proximité de la pièce qui permettent, aux patients accompagnés, enfin, on l'accompagne jusqu'à la porte, d'aller aux toilettes sans croiser personne, sans croiser d'autres membres de l'équipe soignante et cetera. Voilà, pour qu'il reste un peu dans sa bulle, dans cet espace. Mais après je pense qu'il y a une forme de flexibilité. Il y a aussi, je pense, une grande différence entre les psychothérapies assistées par psychédéliques telles qu'ils sont menées dans les essais cliniques, où là, on essaye d'être le plus standard possible avec des playlists préenregistrées et puis les psychothérapies assistées par psychédéliques qui peuvent se faire, alors soit en underground quand c'est dans des pays où c'est interdit, soit en cabinet privé libéral dans les pays où c'est autorisé. Là, je pense qu'il y a beaucoup plus de flexibilité. Le patient peut venir avec sa propre musique, s'il a envie de sortir, peut-être fumer une cigarette. Si le psychologue estime que ça peut être bénéfique et pas négatif, peut-être possible. et en musique, est-ce qu'il y a un style particulier qui est utilisé dans les études? C'est-à-dire, est-ce que toutes les études utilisent, par exemple, la même playlist pour des questions de reproduction? Non, il y a différentes playlists qui ont été faites. Celle que j'ai écoutée, donc il y a celle de Johns Hopkins aux États-Unis, qui a été utilisée. Je pense plus qu'ils l'utilisent maintenant parce qu'elle a été assez critiquée. C'est beaucoup de musique classique, mais aussi un peu indienne, mais voilà, assez spirituelle, voire religieuse. Donc ça a été critiqué un peu pour ça, parce qu'effectivement vous pourriez, bah, ça influence, hein, ça influence forcément. Après, j'ai écouté aussi, celle qui a été utilisée à Londres, donc là, il y a moins de musique classique, il y en a aussi, mais il y a aussi un peu d'autres styles et là, c'est pas du tout orienté spiritualité. Par contre, j'ai le sentiment, ils l'ont pas exprimé, je crois pas à ma connaissance, mais c'est de la musique assez triste. C'était pour des personnes dépressives, c'était assez triste, donc là aussi, on oriente le voyage. On oriente le voyage vers ce qu'on appelle la catharsis émotionnelle. Je pense que derrière, c'était un peu le but, c'est de se dire: «Bah, on va libérer les émotions négatives des patients, quoi». Après les playlists varient aussi en fonction de la substance. J'ai écouté les playlists utilisées par MAPS pour la MDMA, c'est de la musique beaucoup plus rythmée, beaucoup plus électronique, très différente, beaucoup moins contemplative. Et je voulais savoir, est-ce que les psychédéliques peuvent être utilisés contre les douleurs chroniques? Alors j'ai vu des anecdotes, pareil, j'ai vu des anecdotes, je sais que des chercheurs s'intéressent à cette propriété. Je ne sais pas encore, s'il y a des travaux qui ont été menés à ce sujet, pour être honnête. Quel est l'ordre de grandeur des résultats qu'on peut trouver dans les différentes pathologies? Par exemple, contre l'addiction pour l'alcool, la cigarette, quels sont les résultats ou en tout cas, quelles sont les directions des résultats?
Et pareil, peut-être pour les antidépresseurs, et cetera? Les résultats sont prometteurs. Bon, alors il y a des biais, comme je vous l'ai dit, hein, les patients sont très, très sélectionnés et cetera, mais les résultats sont prometteurs, notamment pour les formes résistantes, et les pathologies qui sont dures à soigner, comme la dépression. Dans le tabac, on a vu des résultats qui surpassent largement les méthodes, utilisées actuellement, avec des effets et dans la dépression aussi. Dans la dépression, on voit des effets qui apparaissent dès le lendemain de la prise, donc des effets antidépresseurs qui apparaissent dès le lendemain de la prise, là où normalement les antidépresseurs classiques mettent plusieurs semaines et qui se maintiennent jusqu'à 12 mois après la prise, parfois. Et est-ce qu'on observe des effets secondaires, déplaisants? Oui, il y a des effets secondaires déplaisants. Je pense, certaines personnes rapportent pendant l'expérience peut-être des maux de tête, des nausées peut-être, de l'anxiété évidemment et aussi après l'expérience. Et c'est documenté ça, c'est documenté. Après ça reste assez léger et moins important, j'ai le sentiment, que les effets secondaires qu'on peut observer avec les antidépresseurs qu'on prend tous les jours, par exemple. Oui, c'est sûr que comparé, est-ce que les psychédéliques peuvent aider pour, des maladies comme par exemple l'anorexie? Oui, il y a des travaux en cours. J'ai assisté à une, présentation d'un chercheur qui a fait ça. Effectivement, ça semble pouvoir fonctionner pour ses patientes et ses patients. Et avec, tous ces résultats là, toutes ces directions positives, quand est-ce que l'on peut espérer, bon peut-être pas en France, mais peut-être à un niveau dans certains pays européens, dans les premiers ou en Amérique, quand est-ce qu'on peut espérer une légalisation des traitements? C'est-à-dire un accord par exemple de la FDA ou Alors, je sais qu'il y a certains pays, pas en France, hein, où l'usage compassionnel est autorisé. Ça veut dire que même si la psilocybine, le LSD, la MDMA ne sont pas considérés comme des médicaments par les instances, nationales, de ces pays-là, on autorise certains psychologues à en donner pour des patients bien précis, soit qui ont des formes résistantes, soit qui sont en fin de vie et cetera. Donc c'est beaucoup d'administratif, mais ça peut se faire. En France, je pense que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Je ne sais pas si ça sera accepté un jour et dans quelle modalité, c'est vraiment l'inconnu et ça ouvre aussi beaucoup de questions, hein. C'est des substances puissantes, nouvelles pour nous, donc c'est aussi un peu normal que ça prenne du temps, je trouve et c'est quelque part un petit peu sain. Il y a beaucoup de questions éthiques, mais aussi plus fondamentales, théoriques, épistémologiques, auxquelles on n'a pas encore tout à fait répondu. Les gens du domaine, sont pas tout à fait d'accord entre eux, voilà, quel accompagnement psychothérapeutique, quelle modalité et cetera? Qu'est-ce qu'on fait? Les effets iatrogènes, les effets secondaires, c'est vrai que je suis allé un peu vite, mais par exemple, cette personne dans un essai clinique à Londres qui a revécu un souvenir traumatique d'un de ses parents en train d'essayer de l'étouffer avec un oreiller quand il était petit. Ce parent étant décédé, il ne peut pas le confronter, donc il n'aura jamais la solution. Ça peut être considéré comme un effet, négatif, ça, iatrogène. Alors même si on va essayer d'encourager le patient à pas chercher la vérité, mais à plutôt à chercher, le sens que ça a pour lui et qu'est-ce qu'il peut en faire, encore une fois, dans sa vie de tous les jours pour venir réparer, comprendre, changer. J'imagine que c'est quand même assez perturbant de revivre ce genre de choses et de ne pas avoir la réponse et idem pour, les insights, les révélations, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on en fait? La personne, elle peut se poser la question: «Est-ce que ce que j'ai vécu, c'était qu'une impression ou est-ce que c'était la vérité?» Donc pareil, on va l'orienter, essayer de le détourner un peu de cette question sur la véracité de l'expérience à la question, bah, quel sens ça a pour moi? Qu'est-ce que j'en fais dans ma vie? Mais je pense que pour certaines personnes, ça peut être plus ou moins compliqué. Voilà, donc tout ça, ce sont des questionnements auxquels on n'a pas encore tout à fait répondu, voilà aussi comme les prises. Est-ce qu'on va faire des prises individuelles, comme c'est le cas dans les essais cliniques, avec 2 thérapeutes qui sont là pendant les 5, 6, 7, 8, 12 heures du voyage? C'est très coûteux, même si à long terme, c'est peut-être, avantageux. Sur le court terme, c'est très coûteux. Est-ce que l'hôpital public pourrait absorber ça? Est-ce qu'on va pas faire des prises en groupe? Est-ce qu'on peut simplement se contenter, entre guillemets, hein, d'infirmières pendant le voyage? Ou est-ce qu'il faut absolument les thérapeutes qui ont préparé le patient? Vous voyez, tout ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas tout à fait répondu encore. et qui vont être compliquées à tester, je suppose, en plus éthiquement derrière, Ah ouais, c'est pas des questions faciles. et pour vous, comment est-ce que vous voyez du coup le futur de tout ça? À quoi ressemble dans 10 ans la recherche sur les psychédéliques? Prometteur, futur prometteur. Franchement, pour la discipline qui me concerne, la psychologie, je trouve que les psychédéliques vont vraiment et je pense, hein, après c'est une idée que j'ai, hein, je me base sur pas grand-chose pour dire ça, mais je pense qu'elles ont un bon avenir en psychologie et en psychothérapie. Après, ça va dépendre de plein de facteurs, vous voyez? Par exemple, est-ce que la société française légalise les psychédéliques? Et pas que pour un usage thérapeutique? Est-ce qu'on va permettre aux gens de prendre des psychédéliques, en festival ou avec leurs amis?
Est-ce qu'on va permettre aux gens de prendre des psychédéliques dans le cadre d'une pratique religieuse? Ou est-ce que pour quelqu'un, un Français, le seul moyen de prendre un psychédélique de manière légale, ça sera de se faire diagnostiquer et d'aller voir des thérapeutes? Tout ça, ce paysage va quand même beaucoup influencer sur, l'avenir des psychédéliques, je pense en psychiatrie, dans la société, en recherche, dans le grand public. Donc c'est beaucoup d'inconnus finalement. Oui, et puis il va devoir y avoir, du coup, tous les changements, politiques qui vont aller avec. Ouais, mmh. Politique, financier aussi, parce qu'on donne pas le champignon, hein. On donne, une substance synthétique ou semi-synthétique, la psilocybine pure. Et justement ça, je me demandais, j'ai l'impression que ça va être un gros désavantage pour les lobbies pharmaceutiques quand on voit le prix que se vendent les antidépresseurs, qui sont des traitements que la plupart des gens prennent soit sur, 12 mois, soit voire des fois sur des vies entières. Par rapport à des psychédéliques là, du coup, qui sont, des sessions de 1 à 2 sessions, peut-être, à la limite à répéter tous les ans, mais Oui, j'ai pas vraiment étudié la question, mais je pense qu'il y a quand même un marché, prometteur avec les psychédéliques. Pas mal de startups qui se développent, hein, en ce moment, avec des brevets qui sont des brevets qui sont déposés, des choses comme ça. Parfois c'est ouais, notamment je crois, hein, je suis pas c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement, mais je crois qu'il y a des Suisses qui ont breveté la combinaison NDMA-psilocybine, par exemple. Mais ça, c'est une combinaison qui est connue depuis bien longtemps par les usagers, hein. Ils ont aussi breveté le fait d'avoir un divan dans la pièce thérapeutique, des choses comme ça. Ça s'inscrit dans le paradigme, le système, en fait, on est en train vraiment d'inclure les psychédéliques dans notre système existant. ouais, on cherche pas à révolutionner le système, on cherche plus à intégrer les nouveaux paramètres dedans. Il y a quelques années, il y a pas si longtemps, on entendait beaucoup de gens parler de changement de paradigme en psychiatrie. Alors pas forcément de révolutionner le système, mais au moins le changement de paradigme et là, c'est contesté par d'autres et notamment, bah, comme je vous en ai parlé, hein, le fait de dire, «Il y a rien de nouveau, on connaît déjà tout, c'est des mécanismes psychothérapeutiques qu'on connaît déjà», ça va dans ce sens-là. Pas la peine de tout révolutionner. C'est vrai que les psychédéliques catalysent des processus thérapeutiques qu'on connaît déjà, néanmoins de dire qu'il y a rien de nouveau avec les psychédéliques, je trouve ça un petit peu surprenant quand même, hein, parce qu'il y a pas mal de phénomènes psychédéliques qui peuvent se produire, pas à tous les coups, mais qui peuvent se produire, qu'on n'a jamais vu encore en psychothérapie classique, hein. Et le danger, ça pourrait être pour certains psychothérapeutes de se dire, «Bon, bah, si c'est classique, enfin si c'est que des choses qu'on connaît, j'ai pas besoin de me former», par exemple. Il y a aussi cette question, est-ce qu'un psychothérapeute qui veut devenir un psychothérapeute psychédélique doit expérimenter soi-même la substance? Les patients, quand on leur demande, ils disent: «Moi, je préfère aller avec un psychothérapeute qu'on a déjà pris», mais il y a aucun résultat scientifique qui dit, c'est mieux ou c'est moins bien d'en prendre avec un thérapeute qu'on a déjà pris ou pas, mais quand même une question qui se pose aussi. Oui, je peux imaginer que ça peut rassurer un patient quand on voit le côté extraordinaire de cette expérience qui est indescriptible, de peut-être se dire que, bah, si ça tourne mal, l'autre est capable de comprendre, ce que je suis en train de traverser, au moins en partie. Oui, ou ne va pas paniquer. Après, je suis d'accord aussi, il faut quand même faire attention. Certains chercheurs étaient un petit peu dans l'exceptionnalisme, le sensationnalisme, et ça, c'est un petit peu dangereux aussi. C'est un petit peu dangereux parce que, il y a des patients qui vont arriver, qui vont dire, au thérapeute: «Je veux une expérience mystique qui, comme un coup de baguette magique, va faire disparaître ma dépression. Je veux une dissolution de l'ego qui va faire la même chose», et ils peuvent être très déçus. Ils peuvent être très déçus, ces patients, s'ils ne vivent pas ça et si ça ne fait pas disparaître leur dépression, et la déception pour ces patients peuvent être vraiment problématiques. Donc il faut encore une fois de la flexibilité, quoi, leur dire: «Oui, tu peux vivre une expérience mystique qui peut te faire du bien ou pas. Tu peux vivre d'autres phénomènes psychédéliques, tu peux parfois ne rien sentir, hein». Ça peut arriver, de prendre une dose, certaines personnes peuvent prendre des doses psychédéliques de psychédéliques et ne pas avoir d'expérience, d'état modifié de conscience. Donc il faut, voilà, ne pas susciter trop d'espoir chez les patients non plus, trop d'attentes. Il paraît que dans les essais cliniques, encore une fois, j'ai aucune expérience, mais les échos que j'ai lus, c'est finalement c'est ce qui est très dur à gérer aussi, c'est les patients qui ont reçu le placebo, qui sont très, très déçus. C'est sûr, parce que là, pour le coup, c'est pas comme un placebo. On peut avoir le doute entre celui qui va avoir la vision, déifique et qui va figer sur un objet en trouvant ça comme la plus belle chose qu'il a jamais vue de sa vie, et de l'autre côté, la personne qui se demande, ce qu'elle fait là, Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est critiqué. Enfin, on fait des essais en double aveugle avec un placebo, mais pour les psychédéliques, les effets sont tellement forts que même quand on prend un placebo actif, parfois on essaye de prendre un placebo actif, hein, notamment une petite dose d'amphétamine par exemple, et le thérapeute et le patient arrivent très facilement à deviner est-ce qu'ils ont eu le placebo ou la substance d'intérêt, quoi.
Vous venez de mentionner les amphétamines justement. Je trouve ça assez flou, je sais pas trop. Dans un de mes cours récemment, on nous a dit que l'ecstasy pouvait avoir un effet négatif, sur, enfin neuronalement, c'est-à-dire, neurodestructeur. Mais en même temps, il me semblait que l'étude qui avait montré ça avait été retirée par les auteurs parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient donné pas de l'ecstasy, mais de la méthamphétamine aux singes. Du coup, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Alors pareil, débat compliqué, débat compliqué. Est-ce que la MDMA est neurotoxique? Il y a des études chez l'animal qui ont montré ça. Donc il y a l'étude que vous avez citée, mais qui était un petit peu grossière, c'est-à-dire que je ne sais plus combien de pourcents de leurs primates sont décédés. Et donc là, il y a des chercheurs qui ont dit: «Non, mais c'est bizarre, là, on ne peut pas faire une overdose létale de MDMA avec cette dose-là». Donc ils ont essayé de répliquer les résultats, ils n'ont pas réussi et c'est là qu'ils ont dit: «Oh oups, on s'est trompé de flacon. On a donné de la méthamphétamine, au lieu de l'amphétamine, au lieu de la MDMA». Bon, est-ce que c'était une erreur ou c'est un chercheur, Ricorté, qui est quand même connu pour, mener une guerre contre la MDMA, hein, donc bon après je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit, mais ils ont dû rétracter leur article. Il faut souligner que c'est en partie cette étude qui a poussé la war on drug, aux États-Unis, à fond, au niveau politique aussi. Donc il y avait quand même une motivation derrière. Possible. Bon, de toute façon derrière chaque chercheur, il y a peut-être une idéologie un petit peu, hein. On va pas se mentir, mais bon, il y a quand même des études chez l'animal qui ont montré que des fortes doses, mais des doses qu'un humain prendrait jamais, je pense, hein, sont neurotoxiques. Des études qui montrent que des consommateurs alors est-ce qu'elles sont le problème, c'est qu'elles ne contrôlent pas toujours pour les variables parasites, hein. On va comparer des usagers de MDMA à des non-usagers de MDMA. On compare soit le cerveau, soit les fonctions cognitives et on montre des différences évidemment, mais est-ce qu'on prend en compte, vous voyez, il y a plein de variables parasites. Oui, est-ce que la personne boit quand elle prend de la MDMA et du coup, en fait, c'est l'effet de l'alcool qu'on est en train de regarder ou, ouais. Exactement, ou plein de choses, le niveau d'études, plein de choses qui sont pas forcément toujours contrôlées, hein. Bon, il y a aussi des études qui montrent que des doses psychoactives qui sont classiquement prises, notamment dans les essais cliniques faits avec la MDMA, ne sont pas neurotoxiques, hein. La MDMA a aussi une action pharmacologique qui est assez différente des psychédéliques, hein. Je vous le rappelle, les psychédéliques, ils vont mimer l'action de la sérotonine, alors que la MDMA va forcer les réserves sérotoninergiques en présynaptique à se libérer. Donc après ça, ça vide vos réserves. Donc peut y avoir un petit coup de blues, un petit coup de blues après si vous abusez. Si vous abusez ou si vous êtes prédisposé à ça. Si vous prenez une trop grosse dose ou trop régulièrement, il faut du temps pour que les réserves de sérotonine se refassent. Donc il y a une règle qu'on donne, mais qui est basée sur pas grand-chose, hein, qui dit qu'il faut attendre 3 mois entre 2 prises d'ecstasy pour réduire les risques chez les usagers. Bah, merci beaucoup Je Baptiste. vous en prie, avec plaisir.